Alors, bonjour à tous et merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Bienvenue sur ce webinaire sur le thème du présentéisme au travail et plus précisément comment le comprendre et le prévenir. Je m'appelle Véronique Massin, je travaille sur la programmation et les partenariats du groupe Entreprises en santé. Puis je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle activité. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir notre invitée du jour et notre nouvelle amie du groupe Entreprises en santé, Madame Caroline Biron de l'Université Laval. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors avant de vous présenter un petit peu plus en détail, Caroline, je vais inviter nos participants à poser des questions tout au long de la session en utilisant, vous connaissez maintenant la section questions et réponses. Éventuellement, vous pouvez aussi utiliser le chat et puis moi, je prendrai ces questions tout au long de la séance. On prendra un petit moment à la fin de la présentation pour répondre à une sélection des questions reçues. Donc, comme ça a été le cas précédemment et quelques-unes de nos dernières thématiques, ce webinaire va s'inscrire dans un regroupement de plusieurs activités. On aime bien cette formule qui nous permet d'aborder un même thème sous des angles différents, avec des experts dont les perspectives se complètent. Alors effectivement, pour le thème du présentéisme, on a décidé de faire parler la recherche, donc ici même avec vous, Caroline, ce matin, et aussi d'avoir une approche terrain avec Sandra Salvoni qui viendra intervenir en webinaire également mardi prochain, le 27 octobre. Alors Caroline, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes professeure titulaire au département de management de la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Vous êtes également directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail qui soutient le développement de la recherche et fournit des outils de prévention aux gestionnaires et aux organisations. Alors, depuis plus de 20 ans, vos travaux de recherche portent sur le présentéisme au travail et sur la mise en œuvre d'interventions organisationnelles pour réduire le stress au travail et les problèmes de santé psychologique. Alors, dans ce webinaire, précisément, vous allez un petit peu à contre-courant d'un certain nombre d'études qui ont été effectuées et publiées sur le sujet. Vous allez nous donner des pistes pour comprendre le phénomène, mais aussi pour casser des idées reçues selon lesquelles le présentéisme est néfaste pour la santé. Ici, vous allez aborder une perspective toute nouvelle pour laquelle vous avez d'ailleurs reçu le prix du meilleur article 2020 de la revue scientifique Human Relations. Alors, bravo, félicitations pour ça d'ailleurs. Merci. Et puis, mais sans plus tarder, je vous laisse la parole et on se retrouve à la fin. Bon webinaire à tous. Merci et bienvenue. Je vois que vous êtes nombreux. Alors, je vais vous présenter donc des travaux tout récents là, sur la gestion du présentéisme. Donc, je viens d'une perspective plus d'intervention sur le stress au travail. Donc, je me suis sentie interpellée par cette problématique du présentéisme qu'on dit comme étant un phénomène coûteux, mais on a encore très peu de lignes directrices à savoir comment intervenir. Et donc, c'est dans cette perspective-là que je vais vous présenter nos travaux récents. Et donc, comme Véronique le disait, je suis directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et sécurité du travail, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà comme étant la chaire en gestion de la santé et sécurité du travail. Comme toute organisation là, qui s'inscrit dans la longévité, on a changé de nom, mais on poursuit la même mission, c'est-à-dire développer des connaissances en santé et sécurité du travail, santé organisationnelle et sécurité du travail, puis soutenir les entreprises, là, puis les personnes qui veulent améliorer ces dimensions au travail. Et on a toujours le même site, donc cgsst.com, qui sera là, nourri régulièrement dans les prochains mois à venir. Alors, comme je parle toujours trop dans le webinaire, il y en a qui vont quitter peut-être avant la fin, alors je me permets de présenter toujours mes conclusions avant de débuter. Alors, comme ça, si j'en perds certains d'entre vous, vous aurez déjà le matériel. Alors, mes conclusions, c'est que le présentéisme, qui est défini comme étant le fait de travailler malade, c'est un choix qui est lourd de conséquences. Plusieurs études nous montrent que c'est néfaste à la santé. Mais ce qu'on apporte comme perspective ici, c'est de dire peut-être que dans certains cas, quand l'environnement de travail est sain, ça pourrait être un choix durable, un bon choix. Par contre, c'est une responsabilité qui est partagée. Alors, on a des choix à faire en tant qu'individu. On a des choix au niveau de notre équipe. Il y a des stratégies à privilégier au niveau de la gestion, donc pour les leaders et pour les organisations. Alors, donc, ça fait le mot igloo. Et donc, c'est une responsabilité partagée.
Alors, le plan de la présentation, je vais parler de ce que c'est le présentéisme. Il y a beaucoup de définitions là, qui existent, puis il y a une certaine confusion. Ce que c'est pas, de comprendre les causes, les conséquences, puis se questionner ensuite, est-ce qu'effectivement, dans certains cas, ça pourrait être positif? Je vais vous présenter certaines données là, dans ce sens-là qui ont été recueillies pendant la pandémie et c'est une étude qui est toujours en cours. Alors, donc, quelques pistes de solutions. Alors voilà, pendant la pandémie, on le sait, on le vit depuis déjà 8 mois, hein, on a des hauts et des bas pendant la pandémie et donc pendant quelques instants, on peut aimer être confiné et y prendre un certain confort parce que ça fait diminuer l'anxiété. La seconde, ensuite, on est au désespoir, on pleure, il y a de l'anxiété, des gens qui sont anxieux d'être confinés, d'être déconfinés, d'être reconfinés. Ça crie fort au Québec ces temps-ci pour toutes sortes de raisons. D'autres qui veulent l'Halloween, d'autres qui ne veulent pas d'Halloween, d'autres qui veulent c'est ça, être confinés, d'autres qui ne veulent plus. Mais chose sûre, c'est que la santé mentale se détériore. Il y a plusieurs études, à la fois au niveau canadien, québécois, mais aussi dans d'autres pays, là, qui montrent que bon, tous les indicateurs, que ce soit des indicateurs de dépression, d'anxiété, là, en général, la santé mentale s'est détériorée. Et le télétravail devient donc une réalité là, depuis plusieurs mois pour plusieurs, puis ça pose des enjeux particuliers. On peut se questionner aussi de ce que ça fait par rapport au présentéisme. Est-ce que je peux faire du présentéisme alors que je ne suis même pas présent? Et donc, voilà, ça pose des questions aussi de qu'est-ce que c'est le présentéisme? Est-ce que c'est d'être simplement présent et pas productif? Donc, on va regarder ça plus en profondeur. Alors, le terme présentéisme a été, disons, lancé là, dans les années 90 par Carrie Cooper, qui est mon directeur de thèse de doctorat, alors il y a déjà plus de 10 ans maintenant. Alors, Carrie, qui a d'ailleurs été une grande source d'inspiration pour moi parce que, bon, c'est un monsieur, je pense qu'il a 80 maintenant, là, mais il est encore très, très actif au niveau du travail. Puis c'est un monsieur qui aime, il aime sa job, là, vraiment. À tous les matins, il rentre travailler et on sent là, tout l'amour qu'il a pour son travail. Il travaille avec beaucoup de passion, puis ça a été un chercheur là, extrêmement productif. Et donc, dans les années 90, il a lancé le terme présentéisme pour faire référence aux gens qui passent des longues heures au travail, mais parce qu'ils craignent pour leur emploi et donc ils ne sont pas nécessairement productifs. Et on a vu donc plusieurs définitions depuis, là, depuis les années 90. Parmi les définitions là, de ce que n'est pas le présentéisme, les gens qui prennent des pauses là, trop fréquemment, ceux qui placotent, qui sont trop placoteux, qui passent du temps là, donc à parler avec des collègues sur des sujets qui ne sont pas en lien avec le travail, ceux qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Quand on est dans le milieu de travail, là, en présence, le manteau sur la chaise, hein, donc on laisse le manteau puis on fait à croire qu'on est dans la bâtisse. Là. Et ça, apparemment, c'est une stratégie pour votre carrière, soit dit en passant, qui peut être intéressante. Là. Apparemment, qu'il y a des études qui montraient que les gens qui font juste laisser leur manteau sur leur chaise, mais qui ne sont pas du tout présents, là, qui s'en vont faire du shopping, mais le fait que le patron voit que c'est une personne qui est là, qui reste tard, qui arrive tôt, apparemment, là, pour les opportunités de carrière, il y avait un effet positif. Ce qui vient poser des questions maintenant qu'on est tous en télétravail. Alors, ça pose des enjeux de gestion assez importants. Mais ce n'est pas du présentéisme lorsqu'on laisse le manteau sur la chaise. La personne qui est distraite, qui est lunatique, là, donc, ce n'est pas non plus du présentéisme. Le présentéisme, en fait, ce n'est pas le manque de motivation ou le désengagement ou la paresse. C'est vraiment, il doit y avoir un problème de santé. Et donc, le présentéisme, c'est défini comme étant le fait de travailler malade. Alors, ça peut être avec un problème de santé psychologique, ça peut être avec un problème de santé physique, mais c'est le fait de travailler malade. Et donc, on dit que c'est un phénomène qui est coûteux. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'absentéisme et que l'absentéisme, bon, on sait que c'est un phénomène qui est coûteux là, dans nos organisations, que ce soit au Québec ou au Canada. Certaines études qui nous suggèrent que le présentéisme serait 2 à 3 fois plus coûteux que l'absentéisme. Et ça, donc, quand on vient additionner les coûts là, de l'absence et du présentéisme, on peut penser que ça devient un phénomène assez important. Pour notre propre santé également, là, on a des données qui nous suggèrent qu'effectivement, ça pourrait être un phénomène assez même grave là, au niveau de la santé physique. Alors, on a une étude chez des hommes, c'était une étude avec des fonctionnaires britanniques, c'était uniquement des hommes par contre, et c'était
des gens qui ne s'absentent pas du travail pendant une très longue période de temps et on voit dans les données administratives qu'ils ont des problèmes de santé. Alors, on sait qu'ils sont donc malades et on voit qu'ils ne s'absentent pas pendant une longue période et on avait à ce moment-là donc un risque d'événement coronarien là, 2 fois plus élevé que chez les hommes qui s'absentaient, somme toute, un peu ou moyennement. Et donc, on a une autre étude qui nous dit que quand on fait du présentéisme pendant plus de 5 jours, alors ça nous amène un risque d'être absent pendant plus d'un mois dans 2 ans, hein, donc un risque une fois et demi plus élevé. Alors, ça veut dire que je suis présent aujourd'hui, mais malade, je risque éventuellement de m'absenter puis d'être encore plus malade. Alors, ça, c'est ce qu'on a comme étude là, actuellement, c'est surtout que le présentéisme, ce serait néfaste à la santé. Et donc, il y aurait aussi des conséquences négatives, donc à court et à long terme, là, donc de l'absentéisme, oui, mais pour le présentéisme, on parle entre autres des gens qui sont présents au travail puis qui ne sont pas nécessairement productifs. On a peut-être une diminution de la qualité, on a un lien avec les accidents, on a plus d'épuisement. Ça peut être très frustrant au niveau des collègues, ça peut rendre la clientèle insatisfaite. On sait que la santé peut se détériorer et comme je l'ai mentionné, là, un risque plus grand d'absentéisme d'ici 2 ans. Et là, si je vous donne un exemple de ça, alors on a un exemple ici dans une étude d'un travailleur qui avait un problème de santé psychologique et un problème d'alcool, hein. Donc, et là, il prend des mauvaises décisions. Puis, on voit, là, donc, des collègues ont fait part de leurs inquiétudes, ils surveillent son comportement, ils ont remarqué qu'il devient négligent, hein. Donc, c'est un travailleur dans une mine avec de la machinerie lourde. Alors, le travail exige beaucoup de précision, une conscience constante de ce que l'on fait et toute imprudence peut avoir des conséquences graves. Alors, on est soucieux d'être dans une situation à risque. Alors, donc, effectivement, là, le fait d'être présent, on sait par exemple les gens avec une détresse psychologique élevée qu'il peut y avoir des troubles au niveau cognitif. Alors, pour un travail qui exige de la précision, qui exige une concentration élevée, ça peut être, ça peut nous mener à donc plus d'accidents, de l'insatisfaction, de la frustration de la part des collègues. Si on se questionne maintenant sur les causes du présentéisme, donc on propose qu'il y a plusieurs causes, là, il y a plusieurs modèles qui viennent regarder ça. Il y a des facteurs, somme toute, assez positifs et des facteurs plus, disons, plus de pression, plus négatifs, qui me font sentir obligée de me rendre au travail même si je suis malade. Et donc, ça peut être personnel, puis ça peut être professionnel. On va faire un peu de ménage dans ça. Alors, pourquoi je me présenterais au travail malade? On le fait tous, on l'a tous déjà fait à différents moments. C'est certain que là, avec la pandémie, ça va peut-être re-questionner, hein. Avant, je me rendais travailler avec une petite grippe puis un petit rhume, puis c'était pas bien grave, hein. J'ai juste une petite toux. Maintenant, c'est loin d'être le cas. Alors, par contre, donc, pourquoi on se rend travailler malade, même si on le fait tous? Bien, il y a des facteurs positifs comme le fait d'aimer ce que je fais. J'aime mon travail, je suis satisfait. J'ai un bon patron, j'ai des bonnes relations au travail, donc j'ai le goût de voir mes collègues. Possibilité d'avoir des arrangements de travail flexibles qui vont faciliter, par exemple, de dire je viens moduler mes tâches. Je fais des tâches, disons, plus faciles la journée où je me sens un peu moins bien. Si c'est un problème de santé physique, par exemple, j'ai une jambe cassée, bien, de dire je fais du travail qui est peut-être plus à l'ordinateur. Donc, voilà, si on peut moduler comme ça les tâches, bien, ça peut nous amener à dire bien, je fais du présentéisme sans que ce soit là, un facteur de pression pour moi. Des facteurs positifs personnels, bon, les gens avec un certain professionnalisme, un intérêt envers l'activité de travail ou encore une maladie qui est considérée comme étant trop bénigne pour dire que je m'absente. Donc, c'est des facteurs, encore une fois, qui sont plutôt positifs, qui ne viennent pas ajouter de pression sur moi. Je peux par contre être plutôt du genre à me sentir coupable si je manque une journée de travail. Je peux avoir une attitude conservatrice là, de dire, bon, ben, tant que ça ne saigne pas, je travaille, hein. Donc, et là, à ce moment-là, pour les cas de santé psychologique, on peut être très longtemps au travail à penser que ce n'est pas légitime de s'absenter pour un problème de santé mentale. On sait que c'est souvent le cas. Les gens avec un problème de santé mentale qui vont être présents pendant très longtemps et plusieurs n'iront jamais même consulter. Et donc, on se retrouve à ce moment-là avec un présentéisme qui est étalé dans le temps et qui peut avoir donc plusieurs répercussions. Des gens qui sont surengagés, qui ont de la difficulté à mettre des limites, les gens qui doivent s'occuper des personnes dans leur famille, des gens malades. On a vidé notre banque d'absence là, pour s'occuper
de des gens malades ou, bon, présentement, avec la pandémie, là, votre enfant qui se retrouve en isolement parce qu'il y a des cas dans sa classe. Et donc, là, tous les jours de santé sont. La banque d'absentéisme est vidée et on se retrouve à faire quand même du présentéisme. Être travailleur autonome, on sait que chez les travailleurs autonomes, ça peut être plus difficile de s'absenter. Travailler dans une petite entreprise. Et donc, ce sont des facteurs personnels, mais il y a aussi des facteurs professionnels, là, beaucoup nos risques psychosociaux qu'on connaît en matière de stress au travail, là, la surcharge de travail, la peur que le travail s'accumule. On dit, mais là, je vais continuer parce que si je m'absente une journée, je vais revenir demain, ça va être l'enfer. Là, on le sait quand on est sur le point de partir en vacances, hein, c'est 2 semaines à payer pour avant, puis 2 semaines à payer pour après, avec la charge de travail qui s'est accumulée. L'insécurité d'emploi, peur de subir des conséquences négatives de la part de son entourage. Hein. On ne veut pas laisser tomber nos collègues, on ne veut pas laisser tomber notre supérieur. On a peur d'être perçu peut-être négativement. Si on a des clients qui dépendent de nos services, là aussi, ça peut être un enjeu qui dit, ben, par exemple, si je suis enseignante ou si je suis infirmier, infirmière, bon, c'est une difficulté à se faire remplacer qui va m'amener à faire du présentéisme. La peur de ne pas être reconnu, hein, donc de dire je vais me rendre travailler malade, ça va générer une certaine reconnaissance. Hein, donc, ce sont des facteurs un peu de pression là, qui m'amènent à faire du présentéisme. Alors, en somme, on sait que donc le présentéisme coûte cher aux organisations et aussi aux individus hein, pour la santé. Ça peut être un phénomène qui est coûteux. On sait que c'est un phénomène qui est plus important en termes de prévalence et de coût que l'absentéisme. Donc, ça, c'est les connaissances jusqu'à présent. Par contre, ça nous soulève, disons peut-être, moi, il y a un certain paradoxe. Hein, je repense à Carrie Cooper, mon directeur de thèse qui travaille, qui est bien au-delà de l'âge de la retraite, qui aime encore son travail. Et donc, tu as l'impression que le travail génère de la santé. Puis, on a pourtant dans notre culture populaire plusieurs chansons qui viennent nous suggérer le contraire, hein, de dire que le travail, au contraire, ce ne serait pas bon pour la santé, avec Henri Salvador qui nous disait « Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver ». Zachary Richard, « Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau ». On a aussi, moi celle-là, je l'aime bien, je viens d'Abitibi, alors Richard Desjardins dans Le Chant du Baume qui disait, bon, une belle grande femme qui sent le push-push, qui pousse un crayon jaune, me demande pourquoi je ne travaille pas. Rien qu'à y penser, madame, je viens de tanner. Il y a quelque chose en moi qui me dit que je ne suis pas faite pour ça. Alors, et ça contraste, hein, disons, c'est peut-être ce qui nous a amené à se poser la question, là, pourquoi à ce moment-là, si le travail est bon pour la santé, on sait que il y a plusieurs études qui ont démontré que le travail était bon pour la santé de façon systématique. Les gens qui sont en emploi ont une meilleure santé physique et mentale que les gens qui sont sans emploi. Les gens qui sont sans emploi et qui réintègrent leur milieu de travail, on voit une amélioration au niveau de leur santé. Alors, c'est vraiment les mauvaises conditions de travail qui peuvent nuire à la santé parce que le travail en soi est bon pour la santé. Alors ça nous a un peu interpellés. Là. Il y a un certain paradoxe. Pourquoi le présentéisme est négatif pour la santé si le travail, lui, est bon pour la santé? Et donc, on sait, entre autres, que le fait de s'absenter du travail pour une période quand même prolongée, ça peut être très néfaste à la santé. Alors, par exemple, on sait qu'il y a seulement une personne sur deux qui est absente pendant plus de 6 mois pour un problème de santé mentale qui va pouvoir réintégrer le travail. Lorsqu'on est absent pendant très longtemps, il y a de fortes chances qu'on ne soit plus capable de réintégrer le travail. Alors, j'avais une amie là, qui s'était absentée pour un épuisement et qui disait ben, je passe mon temps dans ma chambre à la noirceur parce que j'ai l'impression que dès que je vais m'accrocher un sourire dans le visage, ça va être parce que c'est le temps de rentrer au travail. Là. C'est peut-être pas comme ça, là, donc on va retrouver la santé. Il y a toute une philosophie, entre autres au Royaume-Uni, là, qui a été très, très populaire et qui l'est encore, c'est à savoir comment faire pour maintenir le lien d'emploi. Alors, le docteur, là-bas, plutôt que de signer une note d'absentéisme, une sick note, au Royaume-Uni, on a le fit note. Alors, qu'est-ce que tu es apte à faire pour maintenir le lien d'emploi? Parce que justement, le fait d'être sans lien d'emploi, sans maintenir cette relation-là, on sait que ça peut être néfaste là, pour la santé. Et il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut travailler quand on est malade envers et contre tous. Là. Il y a des moments où l'absence est justifiée,
Mais une absence prolongée, là, donc il n'y a pas un médecin qui va signer un billet d'absence pour dire, ben, va te reposer pendant 1 an, tu vas revenir en forme, là, hein. C'est des très courtes durées. Puis, et entre autres parce que justement, beaucoup d'absence, ça fait grand mal. Un peu d'absence peut faire grand bien. Il y a une question d'équilibre là-dedans. Et donc, ça nous amène à nous poser la question avec ma collègue Maria Karanika Murray, qui est au Royaume-Uni. On se pose cette question-là. Donc, ça fait déjà 10 ans là, qu'on tourne en rond avec cette question-là. Et finalement, on a abouti avec ce papier-là qui vient d'être le récipiendaire là, du prix du meilleur article dans Human Relations. Alors, on s'est posé la question, est-ce que le présentéisme, ça pourrait être positif? Si le travail est bon pour la santé, pourquoi est-ce que le fait de travailler malade, est-ce que c'est toujours négatif pour la santé? Et donc, ça nous a amené à identifier certains motifs positifs de présentéisme. Peut-être que le présentéisme est un peu comme le couteau suisse pour notre santé. Est-ce que, par exemple, ça ne pourrait pas aider à soutenir le retour progressif, hein? Donc, une personne qui a été malade et là, qui réintègre doucement, est-ce que ça ne peut pas nous aider au niveau de la motivation, donner un certain sentiment d'accomplissement? On sait qu'il y a une certaine estime de soi là, qui provient du fait d'être performant au travail. Réduire le fardeau de mes collègues versus si je m'absente. Réduire les privations économiques dues aux absences de longue durée, par exemple, pour les gens là, qui n'ont pas d'assurance ou qui sont des travailleurs indépendants ou à contrat. Réduire l'anxiété de perdre le contrôle sur ma charge de travail, démontrer mon engagement ou encore éviter une situation difficile à la maison. Alors, on se pose la question, est-ce que le travail ne peut pas être bon pour la santé? Le présentéisme ne peut pas être bon pour la santé? Ça nous a amené donc à revoir la définition du présentéisme. Donc, on définit ici le présentéisme comme étant une espèce de tentative pour équilibrer ma santé. Donc, j'ai un problème de santé et en même temps, je tente de maintenir une certaine performance au travail et je jongle avec cet équilibre-là. Et donc, en mettant la santé d'un côté et la performance de l'autre, bien, ça nous amène à positionner sur 2 axes et donc à faire une typologie du présentéisme que je vous présente à l'instant. Alors, ça nous amène donc un axe de performance au travail qu'on peut penser qui va de, disons, 0 à 100 et un axe de santé au travail, donc de 0 à 100 encore une fois. On s'entend que si vous êtes à 0 en termes de santé, vous êtes probablement mort et donc, ou vous êtes absent et malade, là, très, très malade si vous êtes à 0. Et donc, on ne sait pas à partir de quand là, une personne va faire du présentéisme. Mais bon, si la santé est vraiment trop détériorée, on n'est plus dans une situation de présentéisme, on est dans une situation où la personne est absente de façon légitime. Et à l'inverse, lorsqu'une personne a un niveau de santé à 100 ben, elle ne ferait pas du présentéisme, elle est présente et en santé. Donc, aux 2 extrémités de l'axe de santé, ce n'est pas du présentéisme. Mais tout le monde qui est dans le milieu de ça, alors on pose la question, quand on mesure le présentéisme au travail, on dit combien de jours est-ce que vous vous êtes présenté malade au cours des X derniers jours, semaines, mois, selon l'étude. Alors, donc, parmi les gens qui font du présentéisme, on en aurait qui seraient avec une santé, somme toute, assez bonne et une performance, somme toute, assez bonne. Et donc, on dirait qu'ils font du présentéisme fonctionnel, c'est-à-dire que pour eux, bien, ça va quand même bien comme ça. Et à l'inverse, on aurait le présentéisme dysfonctionnel, là où ça ne va pas bien au niveau de la santé et ça paraît sur ma performance aussi. Donc, les 2 sont atteints fortement. On peut penser aussi aux gens qui, à l'inverse, vont maintenir un niveau élevé de performance, donc peut-être un présentéiste qui serait surengagé parce que la performance est effectuée là, au détriment à ce moment-là de la santé de la personne. Donc, on avait dans notre échantillon, là, de façon très préliminaire, davantage de gestionnaires dans cette catégorie-là de présentéisme surengagé. Présentéisme thérapeutique, bien, somme toute, j'ai une assez bonne santé, même si je déclare quand même faire du présentéisme, mais ma performance n'est pas là. Alors là, on peut penser ici à des gens, par exemple, qui sont des pères aidants. Alors, disons que je m'occupe d'une personne qui est malade à la maison et que c'est une situation qui est difficile. Le fait de me rendre travailler, ça peut être peut-être thérapeutique à ce moment-là. Et oui, ma performance n'est peut-être pas ce qu'elle était, elle est peut-être pas à 100 parce que oui, il y a une certaine atteinte à ma santé, qu'elle soit mentale ou physique, mais par contre, la performance n'est pas là. Moi, je pense que le présentéisme thérapeutique, du moins en temps de pandémie, ça pourrait expliquer plusieurs situations.
pour plusieurs, le fait de travailler, que ce soit en télétravail ou sur les lieux de travail, ça nous permet de peut-être entrer dans une certaine routine rassurante. Ça pourrait même être fonctionnel, hein, donc de maintenir le lien d'emploi, d'avoir une routine rassurante malgré notre univers qui est bousculé, malgré toutes les insécurités qu'on vit actuellement. Et peut-être qu'individuellement, il faut savoir se positionner dans ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais comme travail, même si je peux être en détresse, même si je peux être anxieux, bon, à cause de la pandémie ou différentes raisons, mais est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce qu'aujourd'hui, je suis rendue plutôt dysfonctionnelle, puis ma santé ne va pas bien, puis ma performance non plus, ou est-ce que je le fais, puis je demeure très performante, mais je le fais au détriment de ma santé? Donc, se positionner là-dedans aujourd'hui, puis se questionner à savoir est-ce que je suis au bon endroit, puis qu'est-ce que je peux faire pour me rendre dans la case des fonctionnels et éventuellement dans la case des gens qui ne font plus partie de la typologie, là, donc qui sont retournés à une pleine santé. Donc, c'est le questionnement qu'on apporte. Là. Alors, de dire que c'est pas, on n'est pas tous dans le même bateau en matière de présentéisme. C'est pas vrai que je me rends travailler malade et qu'on met tout le monde dans dans le même panier. Il peut y avoir des gens là, qui sont plus ou moins fonctionnels ou avec différents profils. Si on fait un parallèle avec la santé mentale, avant, là, dans le DSM, le Diagnostic Statistical Manual, on mettait tout dans le panier des névroses. Hein, tout le monde était névrosé. Et éventuellement, on a départagé les choses pour avoir bon, les phobies, avoir les troubles d'anxiété. Et ça a permis d'apporter des interventions plus spécifiques. Alors peut-être que pour notre gestion du présentéisme, éventuellement, on aurait des répercussions ou des pratiques de gestion pour être plus spécifiques à chacun des profils. Et donc, ça m'amène à dire, bien, qu'est-ce qui se passe au Québec actuellement? Je veux voir comment les gens sont répartis dans la typologie du présentéisme. Qu'est-ce qui se passe avec le présentéisme au travail? Alors, on avait des mesures pendant le confinement. Je vais vous présenter. On en a aussi pendant le déconfinement. Je vais en parler rapidement ici. Alors, on a recueilli des données pendant du 30 avril au 7 mai. Là, si vous vous souvenez, on était en plein confinement. Alors, 1259 répondants. C'est un échantillon qui est représentatif de la population québécoise en termes d'âge, de genre et d'éducation. Et on est ici avec un échantillon de travailleurs. Donc, ce sont les personnes qui ont travaillé au cours des 7 derniers jours qui ont été sondés. Là. Donc, les gens qui ont perdu leur emploi ne sont pas là, dans l'échantillon. Et donc, on les suit, ces 1259-là, sur le long terme. C'est une étude qui est longitudinale. Et donc, on a une bonne représentation au niveau des genres, des groupes d'âge, de la scolarité, comme je disais. Également au niveau des secteurs d'emploi, là, on voit donc des gens dans le public, 15 dans le privé, dans les soins de santé, les soins d'urgence et bon, les autres services ouverts au public à ce moment-là. Et encore une fois, au niveau des types d'emploi, une assez bonne répartition. Et on a mesuré donc la détresse psychologique avec l'indicateur COSIS que plusieurs connaissaient déjà. Là. Donc, le COSIS qui vient mesurer en fait au cours du dernier mois à quelle fréquence les gens se sont sentis nerveux, désespérés, bons à rien, déprimés, que tout est un effort, qui sont agités ou ne tiennent pas en place. Et ils peuvent répondre sur une échelle allant de 0 à 4, ce qui leur donne un score de 0 à 24. Et on dit à ce moment-là qu'un score de 7 et plus, ça constitue une détresse qu'on appelle élevée, c'est-à-dire qui implique une certaine vigilance. Hein. Donc, il se passe quelque chose au niveau de la santé psychologique. Là, il y a une certaine atteinte et on doit être vigilant. Alors qu'un score de 13 et plus, on dit à ce moment-là que ce sont des gens là, qui sont très fortement à risque d'avoir une pathologie plus sérieuse. Là, donc, à ce moment-là, qui fort probablement nécessite plus un accompagnement. Alors, nous, on garde le score de 7 et plus pour pouvoir se comparer avec les études antérieures. Et donc, ce qu'on trouve au niveau du confinement, là, donc, on a des scores quand même très élevés, là, 41% des hommes qui rapportaient un niveau élevé de détresse pendant le confinement. Ça se compare avec la dernière enquête québécoise sur la santé de la population là, en 2014-2015 à 24%, donc de 24 à 41. Puis on a quand même rediminué là, à 34 au moment du déconfinement. Le déconfinement, là, on a pris des mesures donc à la fin juin avec ces mêmes personnes-là. Donc, c'est un échantillon qu'on suit dans le longitudinal. Au niveau des femmes, donc 33% dans la dernière enquête québécoise sur la santé de la population
On était monté à 55 pendant le confinement, puis on est descendu à 50 pendant le déconfinement. Donc, somme toute, on reste quand même assez élevé là, si on regarde la moyenne de 48 à 42 au niveau du déconfinement. Quand on se demande c'est quoi la part de la pandémie sur notre détresse, là, ben, c'est l'écart avec ce qu'on avait avant que la pandémie. Je pense que la santé de tout le monde est somme toute plus ou moins atteinte, là. Et ça nous atteint aussi au niveau des problèmes de sommeil, hein. On regarde, là, on avait, somme toute, 75 des gens pendant le confinement qui rapportent une certaine intensité de problèmes de sommeil. Et c'est très étroitement lié à la détresse psychologique, hein. On voit ici les gens qui sont en détresse élevée ont beaucoup plus de problèmes de sommeil, hein. Donc, parmi les gens qui ont une forte intensité de problèmes de sommeil, j'en ai 84 qui sont en détresse élevée également. Alors, les deux phénomènes sont très, très étroitement liés. Et pour ce qui est du présentéisme, alors on avait demandé là, le nombre de jours où vous avez travaillé malade pendant les 7 derniers jours et c'était 37 Alors, 37 c'est quand même élevé, là, donc 37 des gens pensent qu'ils travaillent malades au cours de la dernière semaine. Et ça n'a pas de lien avec le télétravail. Donc, oui, on peut faire du télétravail et être à la maison. Alors, on voit que les gens qui rapportent faire du présentéisme, qu'ils soient en télétravail ou qui travaillent en présentiel, il n'y a pas de différence. Donc, oui, je peux travailler malade à la maison. C'est un phénomène qui a été très, très peu étudié. On regarde comment ça se répartit au niveau de la typologie du présentéisme. Alors, on a quand même effectivement une certaine preuve à l'effet qu'il y a différents types de présentéisme et que oui, dans certains cas, ça pourrait être fonctionnel, ça pourrait même être thérapeutique. Alors, on voit là, quand même 32 des gens qui rapportent faire un présentéisme fonctionnel. Donc, ça mérite d'être approfondi, de comprendre pourquoi les gens font du présentéisme fonctionnel. On est en train de regarder donc avec notre étude à voir comment les gens se promènent d'un cadran à l'autre et qu'est-ce qui explique cette espèce de trajectoire-là là, qu'on veut évaluer entre les différents cadrans. Et ça nous amène donc à se reposer la question, hein, à qui la responsabilité pour le présentéisme, pour la santé psychologique, pour les risques psychosociaux. Et donc, c'est le modèle IGLOO dont j'ai parlé au début, avec une responsabilité des individus, des groupes, des leaders et de nos organisations en termes d'enjeux de gouvernance. Et donc, je vais prendre quelques minutes pour proposer quelques pistes d'intervention en lien avec ces 4 sphères-là. Donc, au niveau du haut, ce que l'organisation peut faire, la haute direction, j'aime beaucoup là, travailler avec le construit ici, le climat de sécurité psychosociale qu'on peut traduire là, en mots simples comme étant une organisation bienveillante, là, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on appelle la cause des causes du stress au travail. Ce sont donc les perceptions entre nous, les perceptions partagées de ce qu'on a chez nous dans nos organisations comme politique, pratique, procédure pour protéger la santé psychologique. Et ça indique donc qu'on a un certain équilibre entre nos valeurs de performance puis productivité et la santé, qui sont nos 2 axes de la typologie du présentéisme. Et concrètement, donc, ce que ça implique qu'on a un engagement de la haute direction, hein. La haute direction agit rapidement pour corriger les problèmes et les situations qui portent atteinte à la santé psychologique du personnel. C'est une priorité, donc on considère que c'est tout aussi important la santé psychologique que la productivité. On communique par rapport à ces enjeux-là. Donc, par exemple, est-ce que c'est un tabou dans mon organisation, un problème de santé mentale? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Est-ce que mon superviseur m'en parle régulièrement? Est-ce qu'on en parle entre collègues? Puis, est-ce qu'on a une façon de faire participer les gens à la prévention? Donc, est-ce que ça implique tous les niveaux hiérarchiques? Et donc, on a beaucoup d'études là, dans les dernières années avec ce concept-là d'organisation bienveillante ou de climat de sécurité psychosociale. Puis ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Là, entre autres, dans une grande étude européenne, on voyait que c'était un des indicateurs du produit intérieur brut, le climat psychosocial. Donc, dans le contexte économique fragile actuel, là, nécessairement, cette idée-là de climat de sécurité psychosociale devient importante. Je vais vous montrer le lien avec ce qu'on a dans le cadre de notre étude. Alors, on voit ici, on avait mesuré la performance au travail, puis on a mesuré la détresse, comme je vous le disais, dans les organisations où les gens perçoivent qu'effectivement, il y a un fort climat de sécurité psychosociale.
On a 24 moins de détresse psychologique. Alors, clairement, là, un lien avec la santé mentale qui a été démontré dans plusieurs autres études également. Et au niveau de la performance, on voit une augmentation de 12 des travailleurs qui se déclaraient hautement performants. Alors, 12 donc ce sont des gens qui déclarent là, sur une échelle de 1 à 10 que pendant le confinement, ils sont demeurés, somme toute, à 9 ou 10 sur 10 en termes de performance, là. Donc, et on en a une augmentation lorsqu'ils perçoivent qu'ils sont dans une organisation qui est bienveillante. Et ça amène peut-être à soulever un principe fondamental là, dans nos interventions, dans nos entreprises. C'est ma collègue, bien, certaines de mes collègues, dont Maria, Maria Karanika Murray, qui, dans Work and Stress, récemment, nous propose le concept de travailler en tandem. Alors, en tandem, ça veut dire qu'on agit à la fois sur la performance, hein, donc on est agile, on est efficient, mais également on est bienveillant. Agir sur la santé psychologique et la performance dans nos organisations en tandem. Et c'est souvent pas le cas. On travaille souvent de façon en silo. Et donc, les enjeux de performance sont traités par certains comités, par certaines infrastructures dans nos organisations, alors que la santé psychologique est traitée complètement ailleurs et les deux ne se parlent souvent pas. Alors, est-ce qu'on peut asseoir les gens à la même table de manière à parler d'agilité et de bienveillance dans les mêmes comités, dans les mêmes infrastructures? La santé psychologique est encore souvent relayée au second plan où on met ça dans les mains des individus en disant on va vous donner une petite formation sur votre santé mentale, on va vous amener à être en pleine conscience, à relaxer, etc. Mais on en fait très peu là, au niveau des enjeux stratégiques, comment on fait pour être agile et bienveillant. Alors, c'est un concept qui est porteur, là, qui a encore été peu investigué, là, mais définitivement, je pense que ça devrait guider nos actions. Ce que les leaders peuvent faire, on a regardé le O, maintenant le L, hein, donc le O des organisations, le L. Alors, on voit dans les risques psychosociaux ici, dans le cadre de notre étude, ce que les leaders peuvent faire, bien, on voit que le soutien social du supérieur était étroitement associé à une diminution de la détresse psychologique élevée. Donc, vous voyez ici le soutien social du supérieur. On voit qu'il y a une diminution là, de 16 des gens qui rapportent un niveau élevé de détresse psychologique. Alors, donc, on voit les enjeux aussi, les risques psychosociaux comme la charge de travail. La charge de travail, mon supérieur a quand même beaucoup d'impact sur ma charge de travail. Et donc, les gens là, qui ont une détresse moins élevée ont une charge de travail qui est plus équilibrée. Ils se sentent davantage reconnus. Et là aussi, mon superviseur a beaucoup d'impact sur est-ce que je me sens reconnue et beaucoup d'impact sur mon niveau d'autonomie décisionnelle aussi. Donc, de par ses pratiques de gestion, mon gestionnaire a des impacts sur tous ces risques psychosociaux-là qui sont bien connus comme portant atteinte à la santé psychologique. Et donc, le leader a beaucoup d'impact sur ma détresse via ses actions sur les risques psychosociaux. Et on a donc des ressources pour agir. Vous avez, entre autres, l'INSPQ qui a un recueil de fiches là, qui est fort intéressant sur les risques psychosociaux et sur les différentes façons d'intervenir sur ces risques-là de par nos pratiques. Et également, on a un autre webinaire avec mes collègues Julie Dextras-Gauthier et Marie-Hélène Gilbert là, qui vient parler de cet équilibre-là au niveau de la santé psychologique. Alors, je vous l'ai mis le lien là, pour plus d'informations. On a vu le O, on a vu le L pour les leaders, le G, collectivement, comme collègues, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on est beaucoup en télétravail ces temps-ci. Je voyais ce matin 54 des gens qui pensent à quitter leur emploi et une des principales causes, c'est l'isolement. Alors, on a beaucoup de difficultés à être chacun isolé. Alors, le soutien des collègues devient vraiment important. Là. Donc, ici, pendant le confinement, on voyait que les gens qui se sentaient soutenus par leurs collègues bien, étaient beaucoup moins en détresse. Hein. 14 moins de gens rapportaient une détresse élevée et on était même plus performants. Donc, on avait 10 d'augmentation des travailleurs hautement performants. Donc, prendre le temps d'appeler un collègue, prendre le temps de peut-être avoir un moment informel dans nos millions de rencontres Zoom et Teams. Donc, de prendre le temps de jaser comme on le faisait avant, peut-être autour de la machine à café qui pour plusieurs est disparue, ou encore il faut se tenir à 2 mètres, puis avec le masque, etc., c'est compliqué. Je vous cite ici 2 de mes collègues donc, qui, dans notre petit journal syndical, parlaient de la machine à café.
Est-ce que c'est une chasse au temps mort ou est-ce que c'est un facteur de protection essentiel? Alors, on disait ici Geneviève Belleville qui nous dit ce qui est triste, c'est que dans notre vision comptable des choses, ces moments sont du temps perdu. Ils contribuent à aucun indice de performance, alors que ces moments valent de l'or. J'ai en tête plusieurs paroles marquantes qui m'ont encouragé, soutenu, fait valoir un autre point de vue. Des paroles qui mettent en évidence le filet de sécurité entre moi et la falaise. Toutes ces paroles ont été prononcées sans ordre du jour ni objectif aux alentours de la machine à café. Et Manon Touchon, qui est en psychologie aussi, qui nous dit pour plusieurs, c'est perçu comme un gaspillage de temps, alors qu'en fait, il s'agit d'un élément essentiel à la bonne santé psychologique, au bien-être au travail. Nous ne sommes pas des robots, du moins pas encore, et nous avons des besoins même dans un contexte professionnel. Alors, collectivement, on a un certain rôle à jouer de s'inventer une machine à café virtuelle pour ceux qui sont en télétravail. Et individuellement, ben, on est tous et chacun responsables de notre propre santé psychologique et de notre performance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement là, pour se garder en bonne santé? Alors, ici, vous avez, c'est le rapport Foresight qui avait été réalisé au Royaume-Uni. Donc, une grosse recension sur les indicateurs de santé mentale, mais pour toute une société, de la naissance à la mort. Alors, qu'est-ce qui favorise le bien-être mental de toute une société? Et c'était les cinq grands constats. Ils ont même appelé ça, je pense, les 5 fruits et légumes à la santé mentale, là, si vous voulez faire le parallèle avec le 0,5-30. Là. Alors, connecter, être en contact avec les gens autour de nous. Et donc, même si on ne peut pas le faire en face à face, trouver des façons de le faire à distance, continuer d'apprendre, hein, continuer de demeurer actif au plan cognitif, s'investir, donc faire quelque chose de gentil, s'investir, dire merci, faire du bénévolat ou encore investir du temps pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, donc prendre du temps pour soi. Être actif, alors prendre le temps d'aller faire un peu d'exercice, c'est un des principaux médicaments pour la santé mentale et la santé physique. Hein, donc, c'est un peu une pilule magique, l'activité physique. Donc, prendre le temps de le faire, c'est encore plus important en temps de pandémie. On a peu de contrôle sur plein de choses, mais ça, au moins, on a du contrôle sur ça. Puis la pleine conscience, de plus en plus d'études là, qui montrent l'importance de la pleine conscience. Et donc, la pleine conscience, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'équivalent d'être à la plage et de penser, je sens le vent qui caresse ma peau, je profite du soleil, j'admire la mer et je trouve ça beau. Ou de dire, voyons, il fait chaud, c'est encore le temps de me mettre de la crème solaire, puis les enfants sont donc bien bruyants. Puis bon, alors c'est la même situation, mais on l'aperçoit de façon complètement différente. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de la pleine conscience, là, mais ça ressemble à ça, entre autres, de prendre le temps de remarquer, de prendre le moment présent. Et donc, voilà, 5 fruits et légumes pour la santé mentale. Et donc, ça me ramène à nos conclusions. Hein. Donc, soigner la détresse, il ne faut pas que soigner les individus. Il va falloir aussi regarder ce qu'on peut faire au niveau du travail, soigner le travail, créer des emplois durables. Alors, maintenant, le plus que jamais, ne pas attendre à plus tard. Et donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Alors que ce soit au niveau de l'axe de santé ou l'axe de la performance, on a tous et chacun individuellement, en tant que groupe, en tant que gestionnaire et en tant qu'organisation, un impact sur la santé, sur la performance et donc sur le présentéisme. Et donc, le présentéisme, comme je le disais au début, peut s'avérer là, un bon choix si je suis dans une organisation qui est saine, qui est bienveillante et où je sens que bon, le travail en vaut la peine. Là. Et donc, je vous laisse sur une petite note plus légère dans un petit livre que j'ai découvert l'autre jour sur ce que les enfants nous apprennent sur la santé mentale. Je trouvais ça intéressant. Alors, un petit enfant de 6 ans, anonyme, qui dit « Je me suis fait une carte parce que je suis la meilleure. » Alors, peut-être prendre le temps de se reconnaître dans nos forces. Se donner le droit à l'erreur. Alors, un petit enfant de 6 ans qui dit « Parfois, je fais exprès pour tomber juste pour pouvoir prendre une pause. » Alors, je trouvais le concept intéressant. Ou se donner le droit quand ça va vraiment mal. Alors, Jasper, 3 ans, qui dit « Je ne veux pas faire du yoga, je veux juste manger de la pizza dans ma chambre et pleurer. » Alors, voilà, je trouvais que les enfants, par rapport à notre santé mentale, ont peut-être une certaine sagesse. Alors, merci de votre attention. Je vais être prête à prendre vos questions. Merci beaucoup, Caroline. On va peut-être continuer à partager la présentation par la suite. Là, on va prendre les questions puis on la remettra ensuite.
C'est vrai, extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, déjà de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qu'est le présentéisme et cette notion de responsabilité partagée, c'est extrêmement intéressant. Alors, on va passer aux questions. Effectivement, on en a quelques-unes. D'un point de vue de la gestion, comment détecter les signes de présentéisme dans un contexte de travail? Une question de Mireille. Alors, pour votre information, on est dans un, je le disais tout à l'heure, on est dans un duo de webinaires. Sandra Salvoni, à la prochaine fois, va certainement parler de ces signes de détection, mais on peut quand même toucher un petit peu le sujet du doigt. Caroline, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense qu'il faut être alerte aux principaux signaux forts là, par rapport à la santé psychologique qui vont être des indicateurs là, à ce moment-là. Une personne, par exemple, chez qui on constate un changement qui s'inscrit dans le temps. Alors, une personne qu'on connaissait comme ça et qui tout à coup n'est plus comme ça, qui décide, par exemple, bon, de travailler beaucoup moins ou de travailler beaucoup plus. On pourrait penser une personne qui se met à travailler beaucoup plus, là, d'être dans une espèce de cycle de présentéisme surengagé. Être alerte aux signaux par rapport à la santé psychologique aussi. Là, donc, une personne qui nous dit parfois là, qu'elle est surchargée, que ça ne va pas bien, euh, qui pleure, bon, des fois, les gens vont le manifester, puis en tant que gestionnaire, on n'a pas toujours cette écoute-là, ou encore on est en mode trouver des solutions pour la personne, alors que la personne a peut-être juste besoin de ventiler. Alors, moi, ma recommandation, ce serait d'être en mode écoute active, là, d'autant plus que là, on est à distance. C'est difficile la partie à distance parce qu'on n'est pas habitué de gérer à distance. On n'est pas bon à être en équipe virtuelle nécessairement dans tous les milieux. Et donc, d'avoir cette écoute-là, là, une écoute active et pas chercher à trouver les solutions pour la personne, plutôt être en mode amener la personne à trouver ses propres solutions. Merci. Effectivement. Alors, une autre question, je sais que vous l'avez un petit peu abordée dans la présentation, mais je la repose quand même parce que c'est important. Quelles sont les bonnes pratiques de gestion en lien avec la gestion de la performance versus risques psychosociaux? Et est-ce que c'est possible d'avoir des références pour en savoir plus? Alors, vous en avez déjà mentionné, est-ce qu'on pourrait soit renommer la référence que vous avez donnée? Pour votre information, aussi à tous les participants, la présentation va vous être, envoyez-nous votre demande sur la boîte info du groupe Entreprises en Santé, ça nous fera plaisir de vous envoyer la présentation. Oui. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Bon, je ne vous recommande pas la solution de Jasper, 3 ans, d'aller dans votre lit manger de la pizza à pleurer. Là. Je pense qu'on peut faire autrement. Alors, donc, on connaît bien ça, hein, les risques psychosociaux. Là, ça fait 40 ans là, qu'on travaille sur ces risques-là. Alors, on a plusieurs pratiques de gestion qui peuvent agir sur chacun des risques psychosociaux. Alors, si je prends par exemple la reconnaissance au travail, comment reconnaître les personnes, quelles sont les stratégies de reconnaissance, comment faire pour avoir une culture de reconnaissance, reconnaître la personne, reconnaître l'équipe, reconnaître l'engagement. Alors, tous les travaux de Jean-Pierre Brun là, sur le sujet de la reconnaissance au travail. Comment faire pour agir sur la latitude décisionnelle, hein, donc que les gens puissent participer aux décisions, identifier eux-mêmes leurs solutions. Moi, je pense que somme toute, là, ce sont des risques qu'on connaît très bien, mais on ne peut pas avoir une approche où on pense qu'on connaît la réponse pour les employés. Je pense qu'il faut ouvrir et avoir un dialogue pour que les gens puissent eux-mêmes identifier ces solutions-là. J'ai fait à un moment donné une intervention dans le réseau de la santé avec un CIUS et on demande aux gens comment on peut identifier des zones de marge de manœuvre. Là, on ne peut peut-être pas changer le ministre ou le premier ministre, même si des fois, c'est ça qu'ils voudraient faire. Mais des fois, à mon niveau très, très local, il y a moyen d'avoir des zones de marge de manœuvre pour avoir plus d'autonomie. Et donc, même chose, le soutien social. Comment on peut faire pour briser l'isolement? Comment on peut faire pour se soutenir? Des fois, ça peut être des groupes de gestionnaires, ça peut être des... Bon, il y a toutes sortes de stratégies. Là, dans les fiches de l'INSPQ, on en soulève plusieurs aussi. Alors, mais je pense qu'il faut ouvrir un dialogue sur ces pratiques-là. Donc, d'en parler avec les gens là, ouvertement. Donc, c'est une façon d'agir sur les risques psychosociaux. Puis moi, je pense que pour agir sur la performance, ça passe par la santé mentale. Et donc,
faut pas penser à agir juste sur la performance, il faut penser à être agile et bienveillant. Je pense qu'en étant bienveillant, comme mes travaux le démontraient, on a éventuellement aussi un impact sur la performance. Donc, plutôt qu'à de penser à tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite, là, bien, de penser à bien l'arroser, à en prendre soin, puis elle va pousser tout seul. Effectivement, c'est vrai. Une autre question très intéressante de Sarah, merci Sarah, en 2020, sait-on mesurer un peu mieux le présentéisme en entreprise et si oui, comment? Parce que c'est vrai que l'absentéisme, c'est factuel, on a des chiffres assez faciles, entre guillemets, à aller chercher, et le présentéisme, c'est moins évident. Comment on fait? Oui, on est en processus de publication là, pour un article justement en lien avec ça parce que c'est problématique. Là, actuellement, il y a plusieurs mesures du présentéisme qui existent, mais souvent on confond les choses. Alors, il y a beaucoup d'écoles de pensée. Dans certains cas, entre autres, surtout l'école américaine de pensée, on va mesurer ça comme étant des pertes de productivité. Alors, dans quelle mesure est-ce que, par exemple, votre problème X, Y, Z de santé, vos allergies, votre migraine, etc., dans quelle mesure est-ce que ça vous a atteint dans vos tâches au niveau cognitif, au niveau social, etc. Euh, donc, on mesure un phénomène par sa conséquence. Alors, nous, on est un peu critique par rapport à ça. Puis, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours des atteintes à la productivité. Dans certains cas, peut-être qu'avec ma jambe cassée, je ne suis pas très productive à soulever des charges lourdes, mais je peux quand même être très productive avec un travail plus administratif. Hein. Donc, de juste mesurer un phénomène par sa conséquence, on trouve que c'est problématique. Alors, et à l'inverse, l'école plus européenne, c'est de poser la question combien de jours vous avez travaillé malade au cours des 12 derniers mois. Mais on a de la misère à se rappeler ce qu'on a mangé avant hier pour souper. Là. Remonter plus qu'une journée dans le temps, c'est difficile. Donc là, au cours des 12 derniers mois, qu'est-ce que je fais si, par exemple, j'ai une atteinte musculo-squelettique? Je réponds quoi? Ouais, 365 jours, mais je n'ai pas travaillé 365 jours, on en travaille combien? Là, ouais. ce calcul-là, là, fait qu'au final, on a une réponse qui nous dit comme pas grand-chose. Là. Alors, Hmm. ce qu'on propose avec la définition et la typologie, c'est de séparer les choses, de regarder nos indicateurs de santé, de regarder nos indicateurs de performance, puis d'arriver à les considérer en tandem. Ça va nous donner une meilleure idée des gens qui font du présentéisme à ce moment-là. Hmm. OK. On a une demande aussi de Marie-Louise qui nous dit, y a-t-il, intéressante question, y a-t-il actuellement des approches à faire connaître ces informations en mode prévention au-delà des membres du groupe santé? Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire le groupe entreprise en santé. Là, je vais faire une petite parenthèse avant de laisser la parole à Caroline. C'est vrai que nous, au groupe, ce qu'on veut mettre en avant, c'est les démarches structurées à l'intérieur des organisations. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai pris des notes tout à l'heure quand vous parliez d'engagement de la direction, de mettre les priorités, de communiquer, de faire participer les employés à aller chercher le besoin. C'est exactement les bases aussi de notre démarche entreprise en santé. C'est ce qu'on prône, c'est ce qu'on veut que les entreprises mettent en place pour pour faire le diagnostic de l'entreprise et puis de pouvoir prendre les bonnes actions, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est sûr que quand on a un comité santé mieux-être, c'est un peu plus facile puisqu'on a des ressources dédiées pour aller chercher ces informations et aller les divulguer. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres pistes de votre expérience, Caroline, un petit peu Ben, qu'est-ce que vous pour pouvez nous faire dire là-dessus? connaître en dehors, là, en dehors du groupe ici, moi, c'est sûr que avec le Centre d'expertise en gestion de la santé et sécurité du travail, on est très actif. On donne plusieurs conférences, webinaires dans plusieurs milieux avec mes collègues également. Donc, on le fait depuis 20 ans. On continue de le faire. On sensibilise autant qu'on peut. Je pense qu'à l'intérieur de nos organisations également, on peut être des ambassadeurs et ambassadrices Mm. du message et revenir à la charge. Là, je pense que dans plusieurs organisations, on se dit bienveillant alors qu'on ne l'est pas nécessairement ou on ne l'est pas de la bonne façon ou on ne mandate pas des personnes qui ont réellement un bon pouvoir décisionnel là, pour le faire. Alors,
je pense que c'est un message, il faut continuer de marteler le message. Je veux dire, on insiste sur la prévention primaire, sur l'élimination à la risque des sources et des dangers au travail depuis de nombreuses années. On continue de le faire. Je pense qu'il y a des enjeux à un moment donné qui interpellent des enjeux au niveau législatif. C'est en cours, là, bon, une certaine refonte de la loi en santé et sécurité pour y inclure, entre autres, les enjeux de risques psychosociaux. Donc, ça chemine tranquillement, mais c'est long. Oui, c'est long, effectivement. Mais on est sur le bon chemin. Pendant que je vous laisse peut-être repartager la présentation pour passer à la suite, je voulais quand même prendre un commentaire de Sarah également, si je le retrouve, oui, qui nous disait « Je pense qu'il est crucial de faire passer le message qu'on ne peut pas être à 100% à l'heure actuelle, accepter qu'on fait de son mieux et qu'on ne peut pas nous demander autant qu'avant. » Un webinaire très intéressant, merci beaucoup. Donc, ça, c'était un commentaire. Je trouvais que c'était aussi une belle façon de conclure la partie questions et réponses. Merci, Sarah. Je suis tout à fait d'accord. Là. Je pense qu'effectivement, puis ça nous interpelle à dire, ben aujourd'hui, je ne suis peut-être pas à 100%, peut-être que je le serai demain. Là. Et quand je disais à la fin, se donner le droit à l'erreur, c'est un peu ça, de voir, ben aujourd'hui, peut-être que pour moi, ce qui est plus fonctionnel, c'est d'aller faire un peu d'exercice, là, de mettre la pédale un peu plus douce au niveau du travail parce que j'ai besoin d'eux. Puis je reviendrai plus performant demain. Là. Alors, il faut peut-être se donner un peu ce droit-là, là, d'être... il faut être clément envers soi-même ces jours-ci. Oui, se le donner et le faire rentrer dans les cultures d'entreprise. Mais ça nous revient à tous et chacun. Hein? Donc, le Ouais. présentéisme, si mes collègues en font, si mon patron en fait, je vais penser que je suis dans une culture de présentéisme. Ouais. Quand tout le monde se dit et qu'on on se vante à quel point on est dans le jus, puis à quel point on est occupé, puis à quel point... c'est pas comme ça, là, de dire, ben moi, aujourd'hui, j'ai pris le temps d'aller faire mon jogging ou j'ai pris le temps d'aller prendre une marche, de vanter à quel point on était bon à prendre soin de soi plutôt que de se vanter à dire « je suis tellement occupé puis je suis tellement dans le jus ». On dirait qu'on se valorise puis on se trouve performant quand on dit à quel point on est occupé. C'est peut-être pas la façon la plus productive. Donc, peut-être qu'il faut plus vanter ce qu'on fait comme bienveillance envers nous-mêmes pour générer cette approche-là. La présentation sera disponible, hein, donc, Véronique, sur le site du groupe Entreprises en santé. Les gens demandent s'ils peuvent la voir. Oui, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez repartager votre présentation pour montrer les quelques diapos de fin? Effectivement, la vidéo sera disponible. J'ai mis l'adresse du groupe Entreprises en santé. Vous nous connaissez maintenant, info@groupe Entreprises en santé, pour nous écrire et obtenir la présentation qui vous sera envoyée. Moi, ce que je voulais simplement vous dire pour conclure et pour aller prendre une autre perspective également sur le sujet, un webinaire avec Sandra Salvoni, d'ailleurs Caroline, que vous connaissez bien, hein, vous travaillez avec elle. En ce moment, elle est en train de faire son doctorat avec vous sur le sujet. Donc, elle aura une vision plus terrain. Sandra travaille pour InPower, pour ceux qui connaissent. Et elle va nous parler également de sa vision des choses le 27 octobre, c'est mardi, à 11 h. Alors, pour la suite, un petit sondage qu'on vous a préparé sur WooClap. Alors, je vous invite à aller sur ce site wooclap.com /présentéisme. Ça prend même pas 5 minutes, je pense, d'aller remplir ce petit questionnaire. Je pense que ça doit prendre 2-3 minutes, grand maximum. Mais on a envie de savoir un petit peu ce que vous avez pensé de la session et de nous laisser vos commentaires. J'en ai vu quelques-uns déjà dans le chat. Merci à ceux qui nous en ont laissé. Et puis, on reste évidemment en contact tous ensemble. Hein. Vous connaissez notre groupe Facebook de la communauté, notre page Facebook, notre LinkedIn, peu importe le canal, on a toutes sortes d'avenues pour prendre vos commentaires, prendre vos idées. On est friands de tout cela, donc ça sera avec plaisir qu'on vous y retrouvera. Et puis, si vous avez des questions, le courriel de Caroline s'affiche à l'écran et celui du groupe, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de prendre vos questions. Alors, pour conclure, un merci, les remerciements à nos partenaires, les partenaires du groupe qui nous soutiennent, certains depuis très longtemps, et on est très content de les avoir auprès de nous pour
pouvoir vous proposer tous ces webinaires et toutes les activités du groupe. Voilà, sans eux, on n'aurait pas la capacité de le faire actuellement. Alors, voilà qui conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Caroline, encore une fois, un grand merci pour votre temps. Je pense que c'était une première activité ensemble, puis mon petit doigt me dit que ça ne sera peut-être pas la dernière. Merci de Alors, l'invitation. voilà, on va travailler à ça, mais c'était un réel plaisir de travailler avec vous sur la préparation de ce webinaire. Puis j'espère que ça aura voilà, allumé quelques lumières et puis inspiré certains de nos participants. Alors, Merci. un grand merci à tous aussi pour votre participation, pour votre présence. Et puis, on vous souhaite une